Bonjour à tous, bonjour à toi Laurent et bienvenue dans la première émission de Tout est com. Alors la communication, tout le monde en parle mais peu la connaissent et la comprennent vraiment. On s'est dit qu'il fallait réparer cette injustice et l'Express nous a justement confié une mission, vous faire aimer la com. Pour cette première émission, en pleine élection municipale, on a choisi un thème, quand les marques font de la politique et quand la politique devient des marques. Pour en parler, nous allons accueillir deux personnalités de l'industrie qui ont navigué entre le monde de la communication, celui de la communication politique et de la politique. Bonjour Élise, bonjour Franck. Bonjour. Bonjour. Franck, toi, tu as dirigé la communication de Nicolas Sarkozy quand il était ministre et président. Tu as ensuite pris la tête de Publicis Event et de Publicis Consultant avant de devenir maire de la Baule. Et toi, Élise, tu diriges la communication de BNP Paribas et tu as été conseillère en communication en cabinet ministériel. Vous avez donc tous les deux des parcours miroirs. Avant de vous écouter, on va aussi annoncer l'arrivée de Jade. Jade, qui est étudiante à Sup de Pub et qui va nous donner un point de vue plus Gen Z. Et nous accueillerons aussi Stéphane Martin, qui est le directeur général de l'autorité de régulation professionnelle de la publicité et qui, lui, va venir nous parler de responsabilité en matière de publicité politique. Mais avant ça, Laurent, tu es le fondateur de l'agence Josiane et du groupe The Non-Conformist Network. Ton métier, c'est donc d'aider les marques à s'émanciper et à devenir non-conformistes. Le thème de cette première émission, quand les marques font de la politique et quand les politiques deviennent des marques, qu'est-ce qui t'inspire ? Beaucoup de choses. Déjà, historiquement, les politiques étaient plutôt dans le faire. Une fois élu, c'est celui qui fait évoluer la loi, celui qui l'applique et fait évoluer la société. Et inversement, la marque était plutôt dans le dire, en construisant un narratif, en construisant des univers, en construisant des choses dans lesquelles on peut s'identifier. Et aujourd'hui, on a l'impression qu'on vit une inversion des deux parcours, de ces deux mondes qui se parlent beaucoup, il faut le dire, une inversion des rôles et le politique se cantonne de plus en plus. Alors là, on a un acteur politique local, donc c'est encore très différent, mais le politique se cantonne de plus en plus dans son rôle discursif. On a l'impression qu'il a moins la main sur faire évoluer la société. Il promet, il échange, il débat, il poste sur les réseaux sociaux, mais on a l'impression qu'il agit moins vite, qu'il agit moins fort. Et d'un autre côté, les marques comblent ce vide narratif en allant parler de militantisme, en parlant d'engagement, d'identité collective, etc. Et ce qui est intéressant, c'est de voir comment les marques rentrent dans l'espace politique. Et en plus, les gens, entre guillemets, attendent ça parce que une étude qui avait sorti que 60% des Français attendaient plus des marques et donc des entreprises, parce que la marque n'est qu'une émanation de l'entreprise finalement, que les institutions gouvernementales. Ce vide laissé vacant par le politique, il commence à être préempté par d'autres acteurs. Alors il y a aussi les associations, je pense, qui jouent un rôle, et les marques rentrent dans cet espace culturel, cet espace politique. Et ce que je trouve aussi assez intéressant, c'est de voir comment les deux mondes, qui s'influencent évidemment, le politique cherche à capter ce que le communicant a en lui, la capacité assez rare de sentir le monde, sentir la société, comprendre les gens, ou du moins avoir les outils pour comprendre les gens. Je vois que ce que tu dis ne laisse pas indifférent Élise et Franck. On l'a dit, vous avez des parcours miroirs. Qu'est-ce qui a changé pour vous en passant de l'un à l'autre ? Franck, est-ce que tu peux peut-être commencer à nous expliquer un peu ça ? Ça change quand on devient plus observateur mais spectateur. Mais on devient acteur. C'est ça la différence. C'est-à-dire que quand vous êtes conseiller, quand vous êtes dans la communication, vous conseillez quelqu'un, vous conseillez une entreprise, vous conseillez une structure, quelle qu'elle soit. Quand vous êtes de l'autre côté de la barrière ou de l'autre côté de la lumière, en fin de compte, on passe de l'ombre à la lumière, vous êtes dans l'action et donc vous avez bien évidemment une petite case pour la communication, mais vous avez tout le reste, parce que vous avez une obligation de résultat. Ce que tu disais à juste titre, je pense que d'abord, quand on est confronté à la communication, c'est-à-dire c'est généralement une exposition forte, d'abord il y a un enjeu bien sûr de notoriété. Et puis, et ça c'est le cas aussi bien pour un produit que pour une entreprise. Après il y a un deuxième enjeu,
qui est l'enjeu de la popularité. C'est-à-dire de mettre une histoire sur ce nom. Alors, ce nom de produit ou cet homme ou cette femme politique. Ça, je dirais que c'est la deuxième strate, qui est encore plus compliquée. Et la troisième strate qui vient d'apparaître, c'est qu'on doit être aussi dans la société. C'est-à-dire qu'il faut être dans l'enjeu du politique. Mais du politique dans son sens noble du terme, c'est-à-dire la vie de la société. C'est sans doute ce qu'ont réussi beaucoup d'entreprises du XXIe siècle, qui ne s'en préoccupaient pas du tout auparavant, et que réussissent aussi quelques politiques. C'est-à-dire avoir un rôle dans la société, pas uniquement être observateur, spectateur, mais être acteur. Et je pense que c'est sans doute ça, la différenciation entre toutes ces étapes. Donc toi, Franck, tu as choisi la politique, et toi, Élise, tu as choisi finalement l'entreprise. L'entreprise. Ma réponse va être différente de celle de Franck parce que je ne suis pas devenue politique, mais j'ai conseillé des ministres, puis ensuite des entreprises. Je dirais qu'il y a deux choses assez différentes et une similarité. C'est la personnification. Faire la communication d'une personne, d'une personnalité, c'est très différent de la communication d'une marque ou d'une entreprise. On est lié à un homme, il faut y croire, il faut être engagé à ses côtés. Une entreprise, c'est un collectif, c'est un projet, c'est des géographies différentes, des projets très différents. Donc c'est une communication qui est différente de ce point de vue-là. Il y a une dimension de temps aussi qui est vraiment pas la même entre bosser dans un cabinet ministériel et en entreprise. Le temps politique se raccourcit. Quand vous travaillez auprès d'une personnalité politique, un élu, un ministre, un représentant, tout va extrêmement vite. À l'heure des réseaux sociaux, encore plus vite. Quand vous arrivez en entreprise et qu'on vous dit dans un an, on va lancer un événement, vous êtes perdu. Vous n'avez pas l'habitude, vous n'avez pas le mindset pour se dire je vais me projeter, faire un rétro-planning, quelles sont les étapes. Enfin, c'est une temporalité qui est complètement différente. Ensuite, la similitude, c'est je dirais, le dialogue. Un ministre, un élu, il passe son temps à essayer de dialoguer avec les citoyens, parfois facilement, parfois plus difficilement. L'entreprise, c'est pareil. Je dirais qu'aujourd'hui, notre rôle, c'est d'essayer de maintenir le dialogue ouvert avec des third parties, avec des associations, des citoyens, des consommateurs, des pouvoirs publics aussi qui regardent l'entreprise de très près. Et donc, ça, c'est le même métier, c'est d'essayer de porter un projet public auprès de citoyens et d'expliquer, de raconter l'histoire d'un projet d'entreprise auprès de toutes ces cibles. Et ça, c'est le même métier. La vraie différence aussi, c'est que le rendez-vous n'est pas le même. Une entreprise, c'est le rendez-vous, c'est le chiffre d'affaires. Une entreprise qui ne fait pas de chiffre d'affaires, elle n'existe plus. Alors que le politique, c'est les élections. Il n'y a pas la popularité aussi, ça compte pas ? Oui, mais la popularité, ça compte aussi bien pour l'un que pour l'autre. Il faut qu'une marque bancaire soit populaire. Si elle peut l'être, c'est encore mieux que si elle ne l'est pas. Il faut qu'un homme politique ou une femme politique soit populaire. Mais la vraie différence, c'est la mesure. La mesure que l'on utilise n'est pas la même. Parce que, bien évidemment, le politique, il a un rendez-vous électoral tous les 5 ans, 6 ans. Ça dépend des scrutins et des élections. Alors que l'entreprise, c'est un chiffre d'affaires. Si la campagne de com a fonctionné et qui a permis de doubler le chiffre d'affaires, je peux vous assurer que l'agence est heureuse. Et tout le monde est heureux. Voilà. Donc, on a vraiment là, je pense, une approche qui est différente. C'est à ce niveau-là. Parce qu'on n'est pas mesuré par les mêmes baromètres. Mais est-ce que finalement, l'entreprise, toi tu disais que l'entreprise était sur une temporalité plus longue que le scrutin, qui est plutôt à l'échelle de 3, 5, 6 ans. Mais est-ce que finalement, l'entreprise n'est pas l'organe qui a plus de réactivité que la capacité d'un politique de réellement impacter le monde ? Et est-ce qu'en fait, ce n'est pas l'inverse ? Est-ce que c'est pas la réactivité n'est pas dans l'entreprise au final ? Il y a deux questions que tu poses. La première, c'est est-ce que le politique et l'entreprise sont confrontés à un temps différent ? Non, plus maintenant. Parce qu'il y a des crises. C'est le temps médiatique. Bien sûr, parce qu'il y a des crises qui existent pour les entreprises comme pour des hommes politiques. Il y a des hommes politiques qui démissionnent assez rapidement, on l'a vu ces derniers temps. Bon, et il y a des entreprises qui sont confrontées à des crises qui ne sont pas attendues. Donc ça, je pense que là-dessus, il y a vraiment une similitude en termes de contexte. Par contre, c'est sûr que l'entreprise, elle peut se permettre d'avoir un temps souvent plus long parce que, justement, elle est maître de son temps beaucoup plus que le politique. Parce que le politique, c'est donné, on sait la date de départ et on connaît la date d'arrivée. Il y a des surprises aussi en communication d'entreprise, j'imagine. Ah oui, il y a des surprises, il y a des crises, il y a effectivement une temporalité plus longue, mais beaucoup de réactifs, beaucoup d'aléas. Mais il y a aussi une symbolique
et un aspect, on va dire, confiance au-delà du transactionnel qui est très important aujourd'hui. Si votre marque, voilà, comme un politique, a perdu la confiance de ses électeurs, a subi une crise de réputation grave, a été mise en cause, pris la main dans le pot de confiture parce qu'il y a eu du greenwashing, du social washing, du mensonge sur un produit et qu'elle fait face à une crise de réputation très forte, elle n'aura plus la capacité à délivrer ses projets, à créer de la valeur et à faire du chiffre d'affaires. Donc c'est un environnement aussi de confiance très important et c'est ça que supporte la communication. La confiance se gagne en gouttes et se perd en litres. Je vous propose, avant de poursuivre la conversation, qu'on aille voir ce qu'en pense la génération Z, la Gen Z. On a nous, on est été... les boomers, c'est Hein ça. Nous, on était c'est toi les qui le boomers, dis. c'est ça. Jade est étudiante à Sup de Pub. Elle est allée analyser pour nous la communication des marques et des politiques sur les réseaux sociaux. C'est la chronique Créapills avec Sup de Pub. Nous, la génération Z, on a grandi avec les réseaux sociaux comme environnement, pas comme un simple outil. C'est vraiment essentiel pour qu'on se construise un avis. Et du coup, quand les marques et politiques viennent nous parler, on voit pas ça simplement comme des messages, on voit ça comme des intentions. Je vais prendre un exemple qui me parle et qui est flagrant, le Super Bowl. Bad Bunny débarque avec des convictions, une culture latino, plein de symboles, et surtout une opposition au gouvernement de Trump. Du coup, un événement simplement dit pop devient un événement purement politique. Et là, les marques, elles ont dû prendre position pour les consommateurs. Parce qu'il suffisait plus de débourser des millions d'euros pour exister au halftime, il fallait dire pourquoi elles existaient. Donc même les marques, elles ont commencé à envoyer des signaux. Qui elles soutenaient, quelle culture elles valorisaient, et surtout, dans quel monde elles voulaient évoluer. Et moi, je trouve ça plutôt sain. Parce que notre génération, on veut des marques qui fassent de la com à impact, de la com qui nous parle. Sinon, on considère ça juste comme du bruit. Mais là, ce que je trouve intéressant, c'est que les politiques, ils ont compris ce mécanisme de préférence pour s'adresser à notre cible. Du coup, ils se construisent comme des marques. Une identité, une DA, des formats TikTok, des formats Instagram, des punchlines qui reviennent. Mais il y a quand même un malentendu, c'est qu'on n'est pas qu'une simple cible à divertir. Oui, on aime les codes, parce que ça nous plaît et ça nous parle. Mais ce qu'on veut surtout et tout de même, c'est du fond. Des preuves, des décisions et surtout des conséquences sur notre futur. Donc on peut nous faire des formats TikTok parfaitement réalisés. Si derrière c'est vide de sens, on va considérer ça comme superficiel, on va remarquer ça. Ça va être du packaging. Ce qu'on voit, c'est que politique et marque jouent le même jeu. Identité, communauté, préférence. Mais la chose la plus importante à relever pour notre génération, c'est la confiance. Et spoiler, c'est plus difficile à atteindre. Moi, je vais juste rebondir sur ce que disait Jade, qui est très intéressant. Oui, c'est de la pub, c'est de la com, ça peut paraître dévalorisant. Et on a cette génération qui arrive, qui est très digital native, qui consomme beaucoup de contenu sur les plateformes, les réseaux sociaux, et en même temps qui est très poreuse au marketing. Quand on voit aujourd'hui les trends beauté, travel, santé, avec parfois beaucoup de désinformation, des contenus fake, l'IA Gen qui arrive dans ces écosystèmes et qui perturbe la chaîne d'information normale, et tous ces jeunes qui sont parfois très poreux, qui se font avoir, qui surconsomment des produits vendus par des influenceurs payés par des marques. On se dit qu'entre la volonté d'impact, de transparence, d'engagement et des actes de consommation qui sont ceux de cette génération, il faut trouver un bon équilibre et être quand même très vigilant. C'est la première génération, en fin de compte, qui se retrouve face à des hommes et des femmes politiques et une marque qui communiquent avec les mêmes moyens et les mêmes outils. Ce n'était pas le cas auparavant. Aujourd'hui, tout le monde utilise les mêmes tuyaux. TikTok, tous les réseaux sociaux, etc. Et donc, on se retrouve, pour eux, à être face à un mur d'informations mélangées. Il n'y a pas d'un côté le politique et de l'autre le produit. Donc ça, c'est vraiment la première génération qui suit ça. Alors, quand on dit c'est que de la com, moi, ça m'exaspère un peu parce que, d'abord, c'est un métier, la com, et je pense que c'est un métier comme le métier d'avocat. C'est un métier de conseil. La seule vraie différence, c'est que des générations de communicants proposaient qu'un seul métier. Aujourd'hui, dans la communication, il y a plein de métiers, on l'a vu. Il y a ceux qui s'occupent de la gestion de crise, il y a ceux qui vont s'occuper de la marque, il y a ceux qui vont s'occuper de la communication financière, il y a etc., etc. Donc, c'est des métiers.
Et c'est même plusieurs spécialistes. Moi, j'ai plusieurs avocats spécialisés dans leur domaine, comme on aura dans quelques années plusieurs communicants spécialisés chacun dans leur domaine. Il n'y aura plus le grand pape de la communication comme on a pu connaître à la fin du XXe siècle, début du XXIe, où on se retrouvait à avoir, je dirais, un gourou omnicanal, quoi. C'est-à-dire, et c'est fini ça. Donc voilà, et la com, c'est quelque chose de sérieux, parce que d'abord, dans un monde de fake news, dans un monde où on se retrouve dans une situation où parfois on ne donne plus la valeur à l'information, il est essentiel qu'il y ait de la communication et de l'information. Donc cette séparation-là, elle doit être très forte, elle doit continuer à être forte. Il y a des professionnels de l'information, il y a des professionnels de la communication, et les deux doivent se respecter parce qu'ils n'ont pas le même métier. Et je pense que là, c'est vraiment une situation aujourd'hui de mutation qu'on connaît dans ces métiers. Et je pense que dire que c'est que de la com, ça sera fini dans quelques temps. Parce qu'on s'apercevra qu'on était bien content de faire de la bonne com de crise lorsqu'on était dans une situation délicate. Et c'est un métier qui se technicise beaucoup aussi avec l'arrivée des LLM, des plateformes, des nouveaux médias. De l'IA, bien sûr. De l'IA, et donc le communicant va devenir de plus en plus technicien. Aujourd'hui, la connaissance de la cible, comment on la touche, qui était plutôt du domaine du marketing auparavant, devient une compétence communication. Et on va aller chercher les communicants, on va avoir besoin des communicants pour bien comprendre comment on touche les audiences, les communautés, nos cibles. C'est beaucoup plus compliqué qu'avant. Et justement, par rapport à ça, vu qu'on a un monde qui se fragmente de plus en plus, on parlait des plateformes, donc en gros aujourd'hui, chacun voit ce qu'il a envie de voir en fait, parce qu'on a une sorte d'archipélisation, et on a aussi une archipélisation des expertises, ce dont vous parlez, mais je pense qu'on arrive aussi à un moment où on a d'autant plus besoin d'une vue un peu globale, d'une vision globale pour comprendre, ancrer la marque ou la marque politique ou un acteur dans un grand chapeau, et ensuite dérouler sur de nombreuses expertises. Donc en fait, je pense qu'on aura besoin des deux, d'autant plus du fait de cette fragmentation. La vision globale un peu haute qui nous permet de fixer un vrai cap et pas juste des petits trucs qui permettent d'avancer, et derrière, arriver à dérouler les tuyaux. Ça, c'est le rôle du directeur ou de la directrice de communication, qui chapeaute en fin de compte l'ensemble des anciens. Tout est sur tes épaules, Élise. Non, mais il y a un vrai. Je pense qu'il faut collectivement que les professionnels de la communication défendent aussi la fonction et le métier. On a des dirigeants, que ce soit des patrons d'entreprise ou des politiques aujourd'hui, qui ont besoin d'être accompagnés. Comme tu le dis, le monde est de plus en plus compliqué, imprévisible, indécryptable. Donc on a besoin des communicants pour éclairer la décision. On est un peu des miroirs au bord de la route, c'est-à-dire que le communicant, c'est celui qui dit attention, les gens se posent telle question, ça peut être mal perçu, vous pouvez pas dire ça comme ça, j'entends dire que, enfin toutes ces petites choses-là qui sont vraiment dans l'ADN du métier parce qu'on est poreux à la société civile, c'est très important pour les décideurs aujourd'hui. Dans un conseil d'administration d'une grande entreprise, il y a toujours un communicant, ce qui n'était pas le cas il y a encore une vingtaine d'années. Et donc, je pense qu'on le voit bien, c'est un métier qui a sa valeur. Et donc, il faut bien sûr continuer à le défendre, ça, il n'y a pas de doute. Mais c'est surtout, c'est qu'il faut continuer à le comprendre. Alors, on le comprend ou parce qu'on est proactif, on va vers ce métier-là, ou alors parce qu'on est confronté à une crise ou une difficulté. Mais en tout cas, je vois, moi, une longue vie sur le métier de la communication. J'ai envie de dire, les gens sont rentrés peut-être dans une ère. Tu parlais de cynisme tout à l'heure. Je pense que les gens ont compris. Déjà, il faut arrêter de prendre... Les gens comprennent bien plus que ce qu'on peut croire. Exactement. Et les gens comprennent très, très bien. Et donc, on est plutôt rentré dans une ère de la consommation ironique ou de une forme de sarcasme ou de cynisme. Et je pense que Twitter, il y a une dizaine d'années, était l'apogée de ça. Alors maintenant, Twitter, c'est devenu X, c'est autre chose. Mais le mème sur Internet, c'est « j'ai compris qu'on essayait de me vendre un truc. Et donc, je retourne le truc pour en faire quelque chose qui raconte une autre histoire. » Et donc, cette capacité que les gens ont à retourner la table, et ben ça, elle est hyper intéressante parce qu'elle montre une certaine intelligence et elle montre qu'ils ont compris la différence entre communication, on essaie de me vendre un truc, politique, information, et tout ce bordel-là... Ça complexifie aussi les choses. Je vous propose qu'on aille du côté maintenant de l'autorité de régulation professionnelle de la publicité en allant écouter Stéphane Martin qui va nous rappeler les règles qu'il y a à respecter quand on veut parler de publicité politique. Je vous propose qu'on l'écoute. Quand
Quand on parle de publicité politique, il y a plusieurs sens. Il y a la publicité partisane, celle des hommes politiques, des femmes politiques, des partis politiques, qui est très encadrée en France depuis 1990, la loi Rocard, le code électoral. Grosso modo, on ne peut pas communiquer 6 mois avant une échéance électorale et sur des panneaux très limités. Et puis, il y a, ce qui est nouveau en Europe, cette capacité pour tout le monde d'exprimer une ambition politique, une publicité à caractère politique qui doit être mentionnée comme telle dans les messages avec une transparence des financements. C'est un règlement européen depuis octobre 2025. Et puis il y a de l'autre côté la politique des entreprises. Et là, en France, depuis la loi Pacte notamment, il y a pour les entreprises des objectifs RSE dont on parle, des objectifs environnementaux, sociétaux, de gouvernance, qui font l'objet d'une communication qu'on va appeler corporate ou institutionnelle. Et cette communication, se doit d'être loyale, se doit d'être évidemment véridique, se doit être proportionnée et alignée avec la stratégie même des entreprises. Bon, voilà, hein, il y a des règles, on ne peut pas faire n'importe quoi et c'est, comme on se le disait, un métier de spécialiste. Dernière partie de notre discussion, on va essayer de s'interroger sur finalement qui a le plus de pouvoir entre les politiques et les entreprises. On voit donc que de plus en plus d'entreprises arrivent à changer la voie, hein, comme on l'a vu récemment avec Carrefour et leur Black Market. Alors là, on va peut-être avoir une bataille, mais Élise, à ton avis, qui a le plus de pouvoir, un ministre, un élu local ou une grande entreprise internationale ? Alors, je ne vais pas répondre à ta question, évidemment, mais je pense qu'il faut une bonne communicante. Voilà. On passe les messages, on ne répond pas aux questions. Non, je pense que chacun doit avoir sa zone de pouvoir et que ça doit être équilibré. On ne peut pas demander à une entreprise d'aller plus vite que la loi, de sortir de son champ de responsabilité ou de pallier à certains problèmes sociétaux. On a besoin d'un politique qui soit fort, d'une stabilité, parce qu'une entreprise elle a énormément besoin de stabilité, de prévisibilité pour mener à bien ces projets et on a besoin d'une démocratie qui fonctionne. On parlait tout à l'heure d'information et du fait que tout le monde aujourd'hui se pense journaliste. C'est très important d'avoir des médias qui fonctionnent bien. Faire de l'information, c'est aussi un métier. Donc voilà, on a besoin en tant qu'entreprise d'un environnement démocratique qui fonctionne. Donc l'entreprise n'a pas plus de pouvoir que le politique. En revanche, l'entreprise, au sens politique, vie de la société et de la cité, a son rôle à jouer. Les termes aujourd'hui d'impact, d'engagement sont peut-être un peu galvaudés. On en a beaucoup entendu parler. Je ne suis pas certaine qu'aujourd'hui, on attire les talents ou qu'on donne envie ou qu'on crée du sens en parlant de raison d'être toutes les 3 minutes. Mais l'entreprise aujourd'hui, si elle fait bien son métier, qu'en finançant l'économie, elle participe à accompagner ses clients, à développer les grands projets, à mener la transition carbone, à mener le développement industriel, je pense qu'elle sera d'autant plus crédible et d'autant plus forte sur son cœur de métier en le faisant bien. Et je dirais que c'est déjà aujourd'hui assez difficile à faire, vu certains contextes, mais une entreprise qui reste sur son bassin d'emploi, délivre, crée de la valeur, est responsable dans ce qu'elle fait, c'est déjà un acte d'engagement très fort. Donc elle fait d'une certaine manière de la politique, elle participe à la vie de la cité, sans abuser de son pouvoir. Et justement, pouvoir, est-ce que le politique n'aurait plus qu'un pouvoir symbolique dans ce Non, cas-là ? je ne pense pas. Chacun a son rôle dans la société. La structure entrepreneuriale a son rôle dans la société, l'homme ou la femme politique a son rôle dans la société. Ils utilisent parfois les mêmes canaux pour s'exprimer, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Ils ont sans doute le même phénomène d'usure, et ils ont sans doute le même enjeu, qui est sans doute l'enjeu le plus compliqué, c'est celui du crédit, de la crédibilisation du message. Parce que un homme politique, au bout d'un moment, son crédit, ça va nuire au fur et à mesure du temps. Et c'est exactement la même chose pour une entreprise. Et c'est pour ça qu'elle va changer son fusil d'épaule et partir sur un autre concept, partir sur une autre voie sociétale pour justement se redonner de la crédibilité, se redonner une image et une histoire. Et les grandes marques sont celles qui ont réussi à s'inscrire dans la durée, finalement. On parlait de la signature de BNP Paribas, et finalement, c'est la capacité, en créant un temps long, à se réinventer dans ce temps long pour contrecarrer cette usure qui est inhérente à notre société. Exactement, c'est tout l'enjeu, c'est le temps qui permet justement d'agir. Et il permet d'agir aussi bien dans le monde de l'entreprise que dans le monde politique. Et si vous n'avez pas ce temps-là, comme toutes les choses sont complexes et sont devenues beaucoup plus complexes, on ne peut plus mentir. C'est pas possible.
il y a des phénomènes de fake news, etc. Mais on peut pas, et donc on peut tout vérifier. Et ça, c'est sans doute aussi l'enjeu. C'est quand même formidable. Quand on revient un petit peu en arrière dans notre histoire française, les encyclopédistes, Diderot et compagnie, rêvaient de l'encyclopédie universelle. Aujourd'hui, on n'a plus de rat de bibliothèque. On a l'encyclopédie universelle. Vous prenez votre téléphone, vous allez sur un moteur de recherche et vous avez les informations que vous voulez. Alors, bonnes ou mauvaises, mais vous les avez. Et donc, face à ce phénomène-là, il faut être encore meilleur. Et ça, c'est difficile. Ce qui est certain, c'est que les marques historiques, patrimoniales, aujourd'hui doivent se poser la question si elles veulent changer, s'implanter dans un nouveau marché. Est-ce que je change ou pas? Avoir une marque centenaire ou bicentenaire, c'est un asset incroyable. On parlait des savons Cadom tout à l'heure, les marques de sport qu'on connaît, les marques de boissons pétillantes qu'on connaît. Voilà, c'est aujourd'hui des repères. Et même si on doit être local, plus près de nos communautés, pouvoir se diversifier, se spécialiser, les marques sont aujourd'hui, je pense, des repères de confiance. Donc la banque d'un monde qui change n'a jamais été autant d'actualité finalement, vu que le monde change toujours. On est très content d'avoir cette signature et cette marque. C'est vrai qu'on n'est pas prêt. On n'est pas prêt d'en changer. Après, très belle signature. On peut adapter. Il y a des choses très intelligentes qui se font en design de marque, c'est-à-dire qu'on voit des logos évoluer en gardant leur ADN, mais en twistant le look and feel, en changeant un peu les couleurs. L'important, c'est de garder ces codes, de continuer à être reconnu et connu. Les signatures, elles peuvent un petit peu évoluer, mais bon, voilà, nous, on a 200 ans, on a gardé notre ADN historique et on n'a pas l'intention d'en changer. C'est vrai qu'on n'a pas cédé aux sirènes de la nouveauté. On a une chose dont on est sûr, c'est que les marques durent plus longtemps que les hommes et les femmes politiques. Sur la durée, ça, là-dessus, il n'y a pas de débat. Oui, même s'il y a des hommes politiques qui restent dans la mémoire collective, très présents, que ce soit Napoléon Bonaparte, que ce soit le général de Gaulle, etc. Mais en tout cas, on le sait très bien, les marques ont plus longue vie que, bien sûr, les hommes et les femmes politiques. Je vous propose qu'on se livre à un exercice un tout petit peu plus personnel. On a envie de savoir si dans vos vies professionnelles, il y a un objet qui a changé votre vie et qui vous a fait devenir ce que vous êtes aujourd'hui. Alors, je ne sais pas dans quel ordre commencer, mais Franck, je sens que la question te fait sourire. Bon, moi, c'est pas très original, mais c'est le téléphone. Tout simplement. Moi, je dois avoir le même numéro de téléphone depuis plus de 25 ans. Ça, c'est aussi ça. Alors lui, il a évolué le téléphone, je peux vous l'assurer. C'est clair que tout a changé, mais ça a été quand même un outil formidable parce que c'est un outil qui a permis de garder un lien permanent avec l'extérieur. Et ça, c'est quand même une vraie révolution du quotidien. Élise. Je ne vais pas être très originale parce que c'est un peu la même réponse que Franck, mais je vais préciser. Moi, c'est le BlackBerry. Voilà, le BlackBerry. Tu l'as ramené. Je l'ai pas. J'ai dû le rendre à l'époque, mais le BlackBerry a changé ma vie. Je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était ce smartphone, mais voilà, avec les touches pour le clavier et ce tout petit écran. Moi, quand j'ai commencé à faire de la com, j'allais au kiosque de la gare Montparnasse acheter les journaux, et pour mon ministre, je découpais au ciseau les articles que je collais, que je faxais. Voilà, c'était très artisanal, c'était une époque très différente d'aujourd'hui. Je regardais le JT tout le week-end pour mon ministre et je lui faisais un résumé du JT. Aujourd'hui, je ne sais pas bien comment je ferais ça. C'est-à-dire qu'avec la masse d'informations que l'on a, est-ce que je demande à ChatGPT de me faire un résumé des actus du jour, ou est-ce que je me dis que je suis suffisamment curieuse, intuitive et informée pour réussir à démêler ? Mais je comprends aujourd'hui qu'on est des citoyens, des consommateurs, des spectateurs, des lecteurs un peu perdus dans tout ça. Parce que cette porte sur le monde infini est assez déstabilisante. Donc un téléphone, un BlackBerry, et alors une tablette, un iPad. Moi, j'ai oublié de le prendre, il est là. Il faudra me suivre, mais je vais le ramener. Moi, je vais être beaucoup plus personnel. Désolé, je vais être moins techno, c'est un bout de bois. Voilà. Mais c'est moi. Ça ne ressemble pas du tout. Alors c'est moi il y a 20 ans. International House of Work and Justice. En fait, j'ai fait un stage, à la base j'étais ingénieur, et j'ai fait un stage dans le pétrole, donc vraiment un truc d'ingénieur. Donc j'aurais dû faire les 40 ans dans le pétrole, comme tout bon centralien. Et en fait, j'ai atterri en Angleterre dans une colloque d'un groupe de rock. Et donc, ça s'appelait The International House of Work and Justice parce que j'étais français, ils étaient un chanteur et un guitariste. Et donc, je me suis mis à la guitare. Et en fait, c'est l'année où je me suis ouvert au monde. Et je me suis dit,
ah ben mince, il n'y a pas que des équations dans la vie, il n'y a pas que de la physique et des maths. Et là, j'ai compris un truc dans le Alors, monde. t'aurais pu venir avec ta guitare plutôt qu'avec J'aurais ça. pu venir avec ma guitare, il y en a. On y croit. Mais il vaut mieux pas que je joue, hein, parce que moi j'étais plutôt dans les coulisses. Et là, j'ai switché, et c'est là que je me suis dit qu'il fallait que je fasse un boulot, plus une vocation finalement, c'est venu à ce moment-là, qui est plus sociétal, et c'est arrivé par la culture et par la guitare. Merci beaucoup à tous les trois. On a désormais quelques clés pour comprendre si la politisation des marques constitue un progrès ou si elle est plutôt le symptôme d'une crise du politique déjà en cours. Un immense merci pour cette première émission de Tout est comme. Merci Élise. Merci Franck. Merci, on reviendra pour la deuxième émission. Merci Laurent. Merci à l'Express Studio et à toute l'équipe de production.